Il y aura toujours des agriculteurs parce qu'il faudra toujours nourrir la planète. Et ce que j'espère, c'est que petit à petit, les gens prennent conscience, plus encore qu'aujourd'hui, que l'agriculture française, elle est reconnue pour être une des meilleures agricultures au monde, mais je pense qu'ils n'ont pas encore suffisamment pris conscience et qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire au travers de ce que vous faites, la communication, au travers de ce que l'on peut partager dans notre métier, nos pratiques agricoles et la qualité des produits que l'on peut sortir de notre agriculture. Il faut vraiment que le consommateur final il prenne conscience de ces choses-là et qu'il se tourne de plus en plus vers une production locale et une production française. Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Prendre soin de la terre. C'est le credo de Vincent Cronier, qui est agriculteur depuis plusieurs générations mais aussi brasseur. De l'orge et du houblon qu'il fait pousser dans ses champs, il en fait de la bière. Mais comment est-ce qu'on devient brasseur ? Chez Vincent, tout a commencé dans une étable avant d'ouvrir un vrai laboratoire. Allez, je vous emmène le rencontrer à Sourds, un petit village à quelques kilomètres de Chartres. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Eh bien, Vincent Cronier, donc j'ai 40 ans. J'habite sur une commune qui s'appelle Sourds, qui est à 10 km de Chartres. Donc on est sur la ferme familiale historique, puisqu'on est la 5e ou 6e génération à cultiver les terres agricoles familiales. Et donc depuis 2005, la ferme est diversifiée d'une activité artisanale qui est la bière. Donc c'est vous qui avez initié ça ? C'est moi qui ai initié ça. Donc au départ, on a commencé très modestement dans une ancienne étable, une ancienne écurie qu'on a aménagée en laboratoire. Et puis de fil en aiguille, on a monté des bâtiments, on a augmenté l'outil de production et on a automatisé beaucoup la pénibilité. Et comment est-ce qu'on fait de la bière alors ? Alors comment on fait de la bière ? Donc déjà, il faut des matières premières. Donc la matière première de base, c'est l'eau. Donc il faut être situé quand même sur une nappe relativement riche et de bonne qualité, constante tout au long de l'année. C'est très important. Ensuite, il faut de l'orge. L'histoire de notre bière, elle part de notre ferme puisque l'orge que l'on cultive sur nos terres est tracée dans toutes nos bières. Du houblon, voilà, qui est l'aseptisant mais qui est aussi l'exhausteur de goût de la bière, qui va apporter son amertume et ses aromatiques, et de la levure, voilà, pour faire fermenter notre sucre fermenticible de grain pour en faire de l'alcool, qui va aussi apporter des saveurs. Voilà les 4 ingrédients de base pour faire de la bière. Donc l'orge pousse chez vous, mais il n'est pas torréfié chez vous ? Non, donc on travaille depuis 2005 avec une malterie régionale, donc à 70 km d'ici. L'idée, c'est de lui envoyer notre orge pour qu'il la malte, donc il la font germer. Et ensuite, elle revient chez nous en malt, tracée, avec un cahier des charges, de façon à avoir la meilleure qualité possible et constante. Et après, une fois qu'elle arrive ici ? Et après, donc, le processus de bière est assez long. Donc, on fabrique un mou de bière, donc ce qu'on appelle le brassage, voilà, qui est à peu près une journée de travail. Et ensuite, on va laisser la nature se faire. On va faire fermenter. Voilà, ça va durer une dizaine de jours. Ensuite, on va faire des gardes de façon à affiner notre produit et le faire décanter, le clarifier. Donc ça va durer minimum 21 jours. Et puis après, il y a toute la partie conditionnement, voilà, qui est en bouteille, en verre 33 centilitres, 75 centilitres, en canette aluminium aussi, assez nouveau chez nous, et aussi en fût pour la bière pression, pour les cafés, hôtels, restaurants, et ainsi que toutes les associations qui viennent chercher leur pompe à bière chez nous. Quand on arrive ici, on voit des grandes citernes. Oui. C'est là-dedans que la bière, du coup, repose, macère. C'est ça, oui. Donc, c'est les fermenteurs et cuves de garde. Donc, c'est notre capacité de stockage et de production. Voilà, donc on a 14 cuves au total qui nous permet de produire dans l'absolu jusqu'à 9-10 000 hectos au travers de l'année. Donc ce qui est déjà un volume assez conséquent.
Donc ces installations sont relativement récentes et donc on est à peu près à 50%, 60% de la capacité de production de notre installation. Avant, c'était la ferme de votre papa qui était agriculteur. Oui. Ça allait de soi pour vous de prendre la suite? Comme on dit souvent, on est né agriculteur, hein, ça s'improvise pas. J'ai été bercé depuis ma petite enfance dans le milieu agricole. Donc c'est vrai, quand on est petit, c'est l'image de conduire le tracteur, mais c'est pas que ça. Et aujourd'hui, le métier d'agriculteur, donc c'est beaucoup de métiers à la fois. Il y a un métier administratif, il y a des métiers environnementaux, il y a des métiers de réflexion, d'agronomie, de commercialisation, du juridique. Enfin, c'est beaucoup de métiers. Et la brasserie, on n'en parle pas non plus, parce que c'est encore pire. Il y a tellement de domaines, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on n'a jamais du routinier. Voilà, il y a le quotidien qui est là, mais on a toujours un métier dans un métier, et il y a toujours des décisions à prendre, il y a toujours des réflexions, il y a toujours des projets. Et c'est comme ça qu'on avance chaque année et qu'on continue à se développer, à produire et à faire plaisir aux gens. On a toujours été, alors je ne veux pas dire qu'on est précurseurs parce qu'on n'a pas été les premiers à le faire, mais on fait partie de ces gens qui ont ouvert facilement nos entreprises, de façon à ce que les gens ils comprennent la manière dont on travaille, comment on traite les matières premières, et même nos employés, parce que du coup on essaye d'avoir conscience que les gens qui vont travailler pour nous, derrière c'est à eux aussi qu'on doit cette qualité, ces productions. Donc on a ce respect et on a cette manière de vouloir faire découvrir, c'est imagé un peu ce que je dis, hein, mais en gros, voilà, ils mettent un visage derrière la bière, ils mettent des cultures derrière la bière, ils mettent des chants derrière la bière. C'est pour ça aujourd'hui que j'existe en fait, hein. C'est vraiment de partir d'une production, pouvoir la transformer, d'en faire un produit de consommation courante. C'est toute ma vie, même si j'ai que 40 ans, quoi. Et pour vous, c'est quoi une bonne bière? Alors une bonne bière, il y a plein de critères. Alors il y a des critères de goût, forcément, puisque une bière que je vais proposer à deux personnes différentes vont avoir des goûts différents et vont privilégier plutôt une bière par rapport à une autre. Mais chez nous, une bonne bière, déjà, c'est une bière qui va être agréable à boire, qui va être limpide, qui va avoir une belle finesse, une belle tenue de mousse, qui va faire ressortir des arômes, qui va se conserver dans le temps. Voilà, donc ce qui est un signe aussi de la partie hygiène qu'on a apporté à notre produit aussi tout au long du processus de fabrication. Voilà, c'est pas mal déjà. Et vous faites de la bière blanche, brune, blonde? Oui. Alors on est aujourd'hui en mesure de sortir à peu près 17 références de bière tout au long de l'année. Et comment est-ce qu'on différencie tout ça? Qu'est-ce qui change finalement en vrai, à part le goût? Déjà les matières premières, voilà. Donc l'eau reste l'eau, mais après on a, à partir du moment où on va intégrer une recette de malt, on va jouer sur les quantités, on va jouer sur les tourreillages, les torréfactions qui vont apporter la couleur, la saveur. On va jouer aussi sur la typicité du grain. Donc on peut utiliser de l'orge, on peut utiliser du blé, on peut utiliser de l'avoine, ainsi que tous les autres céréales possibles et imaginables qu'on peut retrouver localement. Et ensuite, dans le processus du brassage, en fait, chaque bière a sa valeur de référence. Donc on a fait une recette, comme une recette de cuisine. Voilà. Et donc on utilise après différentes variétés de houblon aussi, qui vont avoir tous des typicités de terroir, où il va y avoir plusieurs variétés qui vont faire un peu comme un assaisonnement. On va apporter à différents stades d'une cuisson ou d'une garde. Et en fait, tous ces paramètres de matières premières et de process de fabrication vont donner des bières différentes. Et vous, c'est laquelle votre préférée? Ça dépend des saisons. En ce moment, j'ai un petit péché pour l'exotique. Alors, c'est une bière saisonnière chez nous, bière d'été qui fait que 4 degrés. Donc ça va bien, comme je suis en moisson tous les jours et il fait relativement chaud. Et donc cette bière a la particularité, en fait, donc on n'a pas apporté de fruits exotiques dedans, mais on a travaillé sur des origines de houblon qui sont assez lointaines pour le coup. J'en suis pas forcément tout le temps fier, mais là c'est vraiment anecdotique. Et on a été voir nos amis australiens et néo-zélandais pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient comme variété de houblon, et ça nous a permis en fait d'apporter des variétés de houblon qui sont tellement exotiques qu'on a l'impression d'avoir apporté des jus de fruits exotiques dans la bière. Voilà. Et il n'y a pas de jus, c'est vraiment fait qu'avec les houblons.
Le métier d'agriculteur, comme le métier de brasseur, a souvent été catalogué comme un métier manuel en opposition au métier intellectuel, alors qu'en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, pour être agriculteur, il faut un niveau minimum, qui est le niveau bac professionnel, puisque derrière, il y a quand même une partie de gestion qui est devenue très importante et une partie administrative très importante. Je vais dire très intellectuelle, oui et non. Après, il faut de toute façon aujourd'hui prendre en considération que l'agriculture, elle a évolué au même titre qu'ont évolué toutes les machines dans les entreprises. Avant, on avait un tracteur mécanique avec une boîte de vitesse et un levier de relevage. Aujourd'hui, les tracteurs sont bourrés d'électronique dans la nouvelle génération. Le matériel est de plus en plus du matériel de précision. La partie phytosanitaire, c'est de la pharmacie, puisque du coup, c'est des doses infimes pour traiter telle ou telle maladie ou mauvaise herbe ou insecte, tout en sélectionnant la culture qui est en place dans les champs. Et tout est réglementé, donc non, il n'y a plus que le travail manuel, on ne fait plus que de la binette dans les champs ou de la bêche. Aujourd'hui, on a du matériel qui a aussi évolué et la gestion d'entreprise est très importante, très clairement. Encore plus, je trouve, là, depuis un an, avec ces histoires d'inflation, de crise d'alimentaire, de problèmes d'approvisionnement sur les intrants, sur toutes ces choses-là. Il y a des décisions à prendre, des fois, qui sont pas faciles à prendre, quoi. Finalement, vous êtes un vrai entrepreneur. Totalement. Je suis pas peu fier de l'être parce que quand on sort de l'école, donc en l'occurrence, je vais avoir une vingtaine d'années et qu'on se lance dans la vie active, l'agriculture est souvent un peu imaginée comme un métier isolé. Moi, je l'ai conçu différemment, mon métier d'agriculteur, puisque du coup, je suis à la fois gérant, mais aussi je gère du personnel, je gère différentes activités et donc effectivement, c'est une vraie entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui hésite à aller vers ce métier parce qu'il se dit qu'il ne va pas être très bien payé, que c'est pas valorisant ? C'est sûr qu'un jeune aujourd'hui, moi je souhaite qu'il soit motivé pour pouvoir rejoindre cette activité, mais que ce soit l'activité artisanale ou l'activité agricole, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive dans toutes ces entreprises-là, il ne faut pas compter son temps. Voilà, c'est le soir, c'est le week-end, c'est mais comme tout métier d'entrepreneur. Mais comme tout métier d'entrepreneur. Bien sûr. Après, la rémunération, il y a la passion, mais la rémunération, souvent, elle est un peu... elle n'est pas forcément en relation avec le nombre d'heures. Par contre, on a encore une certaine liberté dans l'agriculture. Et ce qui est intéressant avec la bière, c'est que finalement, il n'y a pas du tout d'AOP et d'AOC, contrairement au vin. Donc en fait, on peut en faire n'importe où. Alors on peut en faire n'importe où. D'ailleurs, si on prend un peu l'historique des brasseries artisanales en France, moi j'ai commencé donc en 2005 à faire de la bière. Il y avait moins de 200 brasseries en France. Aujourd'hui, on parle de plus de 2000 brasseries. Voilà. Donc il y en a dans tous les départements. Rien qu'en Eure-et-Loire, je crois qu'on dénombre 7 ou 8 brasseries artisanales. C'est prometteur. C'est prometteur. Bon, je pense que la consommation a un petit peu évolué. Le consommateur finalement, avec toutes ces années où on a commencé à parler de la bière artisanale, finalement il commence à se faire un vrai palais de bière artisanale. Il fait son choix justement parmi toutes ces recettes et ces saveurs pour retrouver celle qui lui convient le plus, en espérant que ce qui lui convient, c'est forcément une Eurélienne, quoi. Merci Vincent. Merci à vous. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À très bientôt!